La Clameur. Podcast. Social. Club. Ton peuple a été sali. Monsieur Dupont-Aignan. Respecte les valeurs de la République. Le bruit et l'odeur. Vous avez assez de cette bande de racailles. Refaire nation. Every nation, every race. Punch a Nazi in the face. La justice contre l'extrême droite, elle se fera dans la rue. Sabotage. Substantif masculin. Action clandestine de détérioration, de destruction parfois violente, visant à rendre inutilisable un matériel. Il s'agit d'une manœuvre ayant pour but la désorganisation et l'échec d'un projet. Sabotage. Le podcast écrit et produit par La Clameur qui décrypte la machine de l'extrême droite. Abonnez-vous à ce flux pour ne pas rater le prochain épisode. Égalité des droits, papier pour tous, travail pour tous, c'est ça, c'est ça. Égalité des droits, papier pour tous, travail pour tous, c'est ça, c'est ça. Macron, cassez-vous. Macron, cassez-vous. C'est vrai, Macron, cassez-vous. À La Clameur, après l'annonce des résultats du premier tour de l'élection présidentielle, nous avons été vraiment déçus. Sans que nous soyons toutes et tous partisans d'un candidat en particulier, nous avons vraiment espéré voir la gauche au second tour de cette élection. Pour souffler un peu, entendre parler de questions qui nous semblent importantes et surtout éviter ce nouveau duel Macron-Le Pen qui nous était annoncé dans les sondages depuis déjà plusieurs mois. Quand nous avons appris le résultat du premier tour, qui nous a semblé au premier abord un peu bizarre tant on sait que la contestation contre le président sortant et réélu est forte, nous nous sommes dit qu'il fallait documenter ce qui était en train de se passer. Documenter les raisons de ces résultats, documenter les doutes et les contestations qui ont pu marquer cette élection présidentielle. Pour ce deuxième épisode de Sabotage, nous sommes allés dans des manifestations contre l'extrême droite à Paris et à Bordeaux le 16 et le 21 avril, interroger des manifestants et des manifestantes sur les raisons de leur colère. Nous nous sommes également entretenus avec Tristan Haute, enseignant-chercheur en sciences politiques à l'Université de Lille. Ses recherches portent sur le vote dans le champ politique et professionnel, ainsi que sur la participation des salariés en termes de syndicalisation et de recours à la grève. Nous l'avons interrogé à propos des résultats du premier tour de l'élection présidentielle de cette année, pour comprendre qui a voté à l'extrême droite et pourquoi la gauche n'est une fois de plus pas au second tour de cette élection. Les entretiens menés dans ce reportage ont été enregistrés avant le résultat du second tour. Nous vous en faisons part maintenant car nous pensons que même si Le Pen n'a pas été élu, et fort heureusement par ailleurs, l'extrême droite n'a jamais eu un score aussi haut aux élections présidentielles et que ce résultat va forcément influencer les années à venir, à commencer par les élections législatives prochaines. Pourquoi la démocratie, c'est aussi la contestation du scrutin des urnes. Et pourquoi ce résultat est contesté? Qu'en est-il par ailleurs de ce résultat? Que montrent les analyses, et c'était déjà vrai en 2017, c'est qu'il y a une forme de polarisation au sein des classes populaires en général, et on l'avait déjà vu en 2017, et c'est encore plus vrai en 2022, entre des votes en faveur de Jean-Luc Mélenchon et des votes en faveur de Marine Le Pen. Ça veut pas dire que, en fait, la plupart des gens hésitent entre Le Pen et Mélenchon. Et c'est ce qui fait un peu douter sur, on y reviendra, j'imagine après, mais sur la question du report de voix entre les deux. Il y a des gens, évidemment, qui hésitent entre les deux candidats, mais on est loin de cette idée d'une classe populaire, de classe populaire homogène, qui, cédant au populisme, oscillerait entre une opinion Le Pen et Mélenchon. Mais c'est ce qu'on a l'impression d'entendre parfois dans certains commentaires, donc c'est bien de le dire.
Moi, il y a 2 éléments qui me font douter sur le fait que le report soit plus important. Alors, j'entends qu'il y a une colère énorme contre Macron et que un certain nombre d'électeurs pourraient être tentés de se tourner vers Marine Le Pen. En même temps, on voit que de la consultation des militants de la France Insoumise, le vote Macron, il fait quasiment un tiers, donc c'est pas négligeable. Et je crois que c'est à peu près autant qu'en 2017. Faudrait reprendre les résultats, mais il me semblait qu'on avait ces 3 tiers un peu en 2017. Ce qui est intéressant, c'est de voir aussi la faiblesse du score de l'abstention, 28%, et le fort taux de blanc et nul, ce qui montre que c'est des militants politiques qui restent attachés au vote, en fait. D'abord, on a sans doute un électorat qui est encore plus marqué par l'expérience migratoire et l'expérience des discriminations qu'il y a 5 ans, et qui perçoit beaucoup plus, qui est un électorat qui perçoit le danger Marine Le Pen, en fait. Je pense qu'on n'a pas besoin de lui expliquer en quoi Marine Le Pen est dangereuse, mais c'est bien de le rappeler, hein. Je m'appelle Raphaël, je suis une femme trans et porteuse de handicap. Salut, moi c'est Tom, militant à l'UCL Bordeaux. Annick Arareto, coprésidente du planning familial 33. Globalement, se mobiliser contre l'extrême droite, c'est un combat qu'on mène au quotidien, parce qu'on voit bien quelles sont leurs positions concernant le droit des femmes. Si on prend par exemple le droit concernant l'avortement, il y a des réseaux fascistes d'extrême droite très puissants sur Bordeaux, qui s'attaquent à nous, physiquement, y compris à nos locaux, quand il y a un sujet sur l'avortement qui ne leur plaît pas, comme l'allongement des délais récemment, la modification de la loi de bioéthique, voilà, des sujets qui pour les femmes sont fondamentaux et devraient être inscrits dans la Constitution, mais qu'on sait très bien qu'ils font déjà tout pour que ces droits soient anéantis et qu'ils le feront notamment s'ils sont au pouvoir. Est-ce que pour toi il y a une différence fondamentale entre Macron et Marine Le Pen, surtout dans ces élections ? Alors il y a une différence fondamentale, c'est que quoi qu'elle en dise et quoi qu'elle ait mis sous le tapis, elle représente l'extrême droite avec ses idées qui sont, comme je disais précédemment, contre les droits des femmes, contre le droit des personnes, contre le droit des minorités, et qui correspond à un programme bien précis de haine de l'autre, et que pour nous au planning familial c'est juste pas possible de mettre en place au pouvoir des personnes qui se revendiquent d'un tel programme. Voilà. Après c'est pas pour autant qu'on donne un blanc-seing à Macron qui avait fait de son quinquennat le droit des femmes, par exemple l'égalité entre les femmes et les hommes, et on voit qu'on est très très loin du compte à la fin de ce quinquennat. Plus aucune personne ne devait dormir à la rue, elles n'ont fait qu'augmenter. Autant de sujets économiques, sociaux, etc., où on voit bien qu'on est dans un monde libéral qui ne nous convient pas du tout non plus. Voilà. Après, on est dans un moindre mal, comme on dit, donc chacun juge. Alors, ce n'est pas du tout la même chose, mais après, c'est vrai que Macron, ça laisse la porte ouverte à des idées d'extrême droite. Alors clairement, non, pour nous, contrairement à certaines orgas, à l'UCL, on n'est pas pour mettre Macron et Le Pen sur un pied d'égalité. Bien sûr qu'on est conscient que le fascisme et tout le background du FN, maintenant RN, représentent des dangers bien plus graves. Mais même si on ne les met pas sur un pied d'égalité, on est quand même pour une lutte résolument antifasciste et anticapitaliste. Et pour nous, Macron, c'est quand même grave au pouvoir et ça nécessite de se mobiliser tout autant. Et il y a quand même des personnes qui se bougent que quand il y a vraiment le pire risque fasciste. Et nous, on pense que même si c'est Macron qui passe, dès le lendemain du deuxième tour, il va falloir reconstruire la lutte comme on l'a fait de 2017 à 2022. On est sur 2 candidats très différents en termes voilà, il y a le candidat du bloc bourgeois et il y a une candidate du bloc d'extrême droite, et c'est pas du tout le même historique derrière, c'est pas du tout le même rapport aussi à la démocratie, ne serait-ce qu'à la démocratie représentative, en fait, la manière de percevoir la démocratie. Donc c'est sans doute là qu'est l'enjeu, et moins dans les questions programmatiques, où finalement, et c'est d'ailleurs ce qu'essaye de mettre en avant Marine Le Pen, c'est de dire, sur un stade de questions programmatiques, moi, mon programme, il est plus proche de ce que dit la gauche, des attentes du peuple de gauche qu'Emmanuel Macron. Bon, c'est oublier tout un pan de son programme. Je m'appelle Clotilde, j'ai 24 ans et puis je suis engagée, j'ai des engagements plutôt féministes à Bordeaux. Et moi je m'appelle Fanny, j'ai 26 ans et puis je suis militante d'un point de vue un peu féministe, les questions LGBTQI+, et l'aspect écologique. Je suis un militant multicarte et porte-parole de l'Union juive française pour la paix sur l'Aquitaine. Et je m'appelle André, oui.
Mouhidine Cherbib d'une association de l'immigration qui s'appelle la Fédération des Tunisiens citoyens des deux rives. Est-ce que vous pensez que la lutte contre l'extrême droite, c'est une urgence aujourd'hui ? D'un point de vue féministe, c'est carrément une urgence. L'extrême droite représente une menace assez grave pour les droits des femmes et des minorités de genre, que ce soit sur les questions d'accès à l'interruption volontaire de grossesse, de lutte contre les violences patriarcales. Au niveau de l'extrême droite, tout est positionné d'un point de vue immigration, voile, etc. C'est très problématique pour les courants féministes, donc nous, on se mobilise et on considère que c'est une urgence. Ouais, le racisme qui est un gros point, les mesures qu'elle veut mettre en place, l'amende pour le port du voile sur la voie publique, c'est très choquant, les violences policières, la présomption d'innocence pour les policiers, tout ça là c'est vraiment aberrant. Absolument, je pense qu'on a des tas de raisons d'être en colère en ce qui nous concerne contre la politique de Macron, qui est une politique qui donne un blanc-seing à une activité colonialiste d'Israël, qui contribue, on en est convaincu, à un certain sentiment d'antisémitisme au nom du refus du mondialisme. Je pense que cette idée-là est une idée dramatiquement fausse. Je pense que, bien sûr, il faut combattre aujourd'hui la politique israélienne. Il faut être solidaire de la résistance palestinienne contre l'apartheid, contre la colonisation, contre l'épuration ethnique. Mais je pense que, contrairement à ce que certains croient, l'antisémitisme et l'islamophobie ne sont pas contradictoires. Et qu'aujourd'hui, on voit bien comment des régimes comme ceux de Bolsonaro ou d'Orban peuvent être à la fois antisémites et islamophobes. Et on voit comment la candidature de Zemmour a rallié les antisémites en raison de son discours islamophobe. C'est évident que l'extrême droite, elle va, avec toutes les mesures qu'elle annonce, qui sont annoncées, de préférence nationale et de grand remplacement, c'est ceux qui sont visés les premiers, c'est nous, c'est-à-dire nous, que ce soit des migrants ou des Français de papier, comme elle dit. Donc c'est pour cela que nous sommes là, pour faire barrage à cette extrême droite, parce que c'est une question de vie ou de mort pour nous. C'est pas une question un slogan seulement. Marine Le Pen, c'est la négation de cette diversité, de toute cette présence, surtout des Maghrébins, ici en France. Qui joue dans la segmentation du vote des classes populaires, c'est à la fois les expériences du travail, et notamment alors au travail, la question des conditions de travail, mais aussi la question des engagements et des possibilités d'engagement sur le lieu de travail, donc aussi le syndicalisme en fait, qui dans certains milieux au sein des classes populaires est notamment facteur de différenciation entre le vote Le Pen et le vote Mélenchon. Et il y a aussi un autre facteur, et les deux s'articulent en fait, c'est pas voilà, c'est assez intersectionnel comme analyse, c'est la question de la trajectoire migratoire. Et évidemment, une trajectoire migratoire et une expérience des discriminations vont faire pencher les personnes des classes populaires vers le vote Jean-Luc Mélenchon. C'était vrai en 2017 et on n'a pas encore les données évidemment pour 2022 parce que là on parle en ayant les résultats alors au mieux par bureau de vote, mais on les a depuis quelques jours, donc là on est en train de jouer avec, mais on n'a pas encore le détail des analyses et les grandes enquêtes, on les aura bien plus tard. Et par contre, ça semble, ce rôle des trajectoires migratoires semble s'être fortement renforcé en 2022. Et ça explique sans doute la progression de Jean-Luc Mélenchon entre les deux élections. On voit que là où Jean-Luc Mélenchon a plutôt régressé, c'est plutôt au sein des zones périurbaines ou rurales populaires. Et par contre, là où il a progressé, c'est à la fois dans les centres urbains et à la fois dans les banlieues. Et du coup, ce qu'on peut se dire, c'est qu'il est parvenu peut-être encore plus qu'en 2017 à rassembler autour de sa candidature dans ces quartiers de banlieue, dans ces quartiers périurbains qui sont souvent en fait délaissés par les politiques d'aménagement du territoire par ailleurs. Et en même temps, les électeurs des centres urbains, et notamment par exemple, on voit des très bons scores à la fois, par exemple, pour prendre le cas de la métropole lilloise que je connais bien, à la fois à Roubaix et dans des quartiers assez reculés de Roubaix, et à la fois à Lille et au sein de Lille, et notamment quand on tient compte de l'abstention, des très bons scores dans le sud de Lille, donc qui est le sud très populaire, des quartiers HLM, etc., mais aussi dans une partie du centre-ville qu'on dit gentrifié, voire qui est en voie d'embourgeoisement, en tout cas en cours d'embourgeoisement. Donc il y a sans doute cette synthèse qui a été réussie, peut-être plus qu'en 2017 par Jean-Luc Mélenchon, et par contre une partie de l'électorat populaire qui c'était peut-être, ou en tout cas de classe moyenne, qui s'était portée sur lui en 2017, qui s'est détourné de lui à cette élection, sans doute en se réfugiant d'ailleurs dans l'abstention ou en allant très marginalement vers un vote Roussel, notamment dans des bastions PC, mais les scores de Fabien Roussel sont faibles même dans ces zones de forte implantation.
Raji Al-Djarejim, secrétaire fédéral de Solidaire étudiante. L'intérêt de manifester aujourd'hui à l'entre-deux tours, c'est avant tout de montrer que, alors pour nous, pour Solidaire étudiante, organisation de jeunesse, comme ça a été démontré par les différents mouvements qui ont émergé dans les différentes universités, les occupations qui ont été réprimées parfois violemment par la police. L'objectif, c'est de montrer que nous, jeunesse, nous, étudiants et étudiantes, on ne se satisfait pas de ce résultat. Nous, on ne se satisfait pas de ce résultat, on ne se satisfait pas de ces élections-là, parce que on estime que d'un côté, on fait face à un danger, à un péril mortel que représente Marine Le Pen, l'extrême droite, et un danger fasciste. Et de l'autre côté, on a lutté pendant 5 ans contre les mesures du gouvernement Macron, contre la casse sociale, contre la casse de nos droits, contre les attaques qui ont été faites aux différents droits et libertés des étudiants et étudiantes. Et nous, on ne se satisfait pas de ça et on veut surtout montrer, même si on a une critique bien évidemment acerbe du gouvernement Macron, on veut montrer qu'à l'entre-deux tours, nous, on veut porter le message de pas une voix pour l'extrême droite. Même si on peut critiquer le gouvernement Macron, le message que nous on porte, c'est qu'il est absolument impératif de lutter contre une arrivée possible de Marine Le Pen à l'Élysée. Frédéric Baudin, je suis membre du secrétariat national de l'Union syndicale solidaire et je fais partie de celles et ceux qui animent notre commission antifasciste. C'est pas que, dire Macron a fait le jeu de Le Pen, c'est vrai. Par ailleurs, mais ça n'a pas commencé en 2017, c'est-à-dire que, on va dire, depuis 83, mais on va dire que c'était plus compliqué que ça. Mais déjà sous Hollande, les trahisons, les politiques d'austérité, des choses comme ça, c'est évidemment pousser les salariés dans les bras de l'extrême droite. C'est-à-dire que des mesures économiquement et socialement pourries, couplé à des diversions sur les Roms n'ont pas vocation à rester en France, comme disait Emmanuel Valls ou des choses comme ça. Évidemment, on pense qu'ils ont une vraie responsabilité. La gauche a aussi une vraie responsabilité et l'ensemble des partis de gouvernement ont une vraie responsabilité dans la montée d'extrême droite, oui, évidemment. Marine Le Pen, on la connaît. Marine Le Pen, elle n'a pas changé d'un iota du programme de son père. On se rappelle, il y a 20 ans, où il y a eu plus d'1 million de personnes ici qui se sont soulevées contre l'arrivée de son père au deuxième tour. Et aujourd'hui, je crois que c'est pareil, il faut faire la même chose. Il faut que le maximum de gens descendent dans la rue pour refuser cette alternative, parce que la France ne mérite pas cela. La résistance, c'est tout. On va continuer à résister jusqu'au bout. Sur la question de la droitisation, ce que montrent les analyses, c'est qu'en fait la France, les Français, ils deviennent de plus tolérants, et aussi sur les questions migratoires, sur les questions de religion, etc. Et notamment grâce au renouvellement générationnel. Et que finalement ces positions, les positions de droitisation, si elles sont majoritaires dans le champ médiatique ou si elles sont majoritaires dans certains groupes sociaux, c'est plutôt dans les franges âgées entre guillemets, dans les générations les plus anciennes. Alors il peut y avoir des regains d'islamophobie, notamment suite aux attentats de 2015. Et encore, suite aux attentats de 2015, ça avait été relativement modéré. Mais ça a pu arriver, de voir des regains, mais c'est relativement passager. C'est un peu rassurant, mais c'est pour finir sur une note positive, que finalement, on n'est pas en train de vivre dans une société française qui se droitise en termes d'opinion, en termes de valeurs. Par contre, il y a une forme de déconnexion entre les attentes des gens et leur vote, et notamment parce qu'une partie des gens s'abstiennent, notamment au sein des jeunes générations, et ce qui explique qu'on a l'impression d'avoir un paysage politique qui, lui, se droitise. Face au malaise démocratique ressenti par une partie de l'électorat français, il y a toujours des résistances qui se constatent dans les mobilisations sociales, s'analysent dans les urnes. Ce malaise profite de plus en plus à l'extrême droite qui, comme nous l'avons déjà dit dans notre premier épisode, ne constitue pas le camp des classes populaires, contrairement à ce qu'elle veut bien prétendre dans ses discours. Mais les militantes, militants, chercheuses et chercheurs que nous rencontrons, à qui nous tendons le micro, nous le disent. Rien n'est réellement joué d'avance. Pour ne pas rater le prochain épisode, abonnez-vous à notre podcast sur votre service de streaming préféré et suivez notre actualité sur l'Instagram de La Clameur, @laclameurpsc. Ce podcast poursuit une série longue qui décortiquera l'extrême droite et ses rouages. Il a été produit par La Clameur Podcast Social Club avec à l'écriture Louise Billan, à la réalisation Sarah Baquet et Jordan Beraba, à la production Benjamin Bressolette, Pauline Aubert et Priskara Kotomanga, et à la coordination Pauline Moskowski-Wargli. Marie-Lou HV a assuré l'habillage musical, Jordan Beraba
le montage et le mixage. À bientôt.